Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente Maude Poulain-Lemieux, conseillère en développement régional pour sport et loisirs de l'île de Montréal, donc qu'on appelle SLIM. Donc évidemment, je suis très heureuse de pouvoir faire le mot de bienvenue aujourd'hui. Ça fait longtemps que SLIM désire accompagner les camps de jour dans toutes les sphères, là, que ce soit là, de l'organisation ou... je demanderais à tout le monde de fermer leur micro, s'il vous plaît. Merci. Que ce soit de l'organisation ou encore là, dans la réalisation de vos camps. C'est toujours dans le but d'obtenir la sécurité et la qualité pour les participants. Donc, ça fait 2 ans qu'on met sur pied ces rencontres-là avec la Direction de la santé publique. C'est vraiment, le but des rencontres, c'est d'éclaircir les différentes mesures COVID dans vos sites, puis de répondre à vos questions. Donc, peut-être quelques petites informations avant de débuter. Évidemment, on est un très grand groupe. S'il vous plaît, micro fermé pour toute la durée du webinaire. Comme je vous ai mentionné au début, pour ceux qui étaient là, s'il vous plaît, vous renommez. Donc, le nom de votre camp et ensuite votre prénom. Le PowerPoint et l'enregistrement du webinaire va être transféré au cours de la semaine prochaine aux participants. Donc, ça, c'est une question qui va être demandée et elle sera partagée. Il y a un premier tri des camps de jour qui a été fait pour ceux qui ont différents sites dans différentes villes. Par contre, je tiens à préciser que les communications qui seront partagées aujourd'hui sont vraiment uniquement pour la région de Montréal. Donc, si vous avez des sites qui sont dans différentes zones, s'il vous plaît, prendre contact avec votre direction de la santé publique pour respecter les mesures selon les différentes zones et couleurs de vos sites de camps respectifs dans les différentes régions du Québec. Je vous précise également que si vous avez commencé vos formations avec les animateurs ou s'ils vont débuter bientôt, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur et sont obligatoires à faire respecter. Pour la présentation, il y aura 4 principaux blocs. Chaque bloc a des thèmes précis. Donc, quand vous avez des questions pour les blocs, vous pouvez les inscrire dans le clavardage. Et à la fin de chaque partie, on va essayer de répondre à quelques questions. On ne réussira pas à les répondre tous. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir ou des réponses qu'on va devoir préciser. N'ayez crainte, on va accumuler les questions qu'on va avoir reçues dans le clavardage ainsi que les questions qu'on a reçues en amont de la rencontre et on va vous faire une question-réponse qui sera partagée également au cours de la semaine prochaine. Je vous rappelle également que les camps de jour qui n'ont pas rempli le bottin des responsables COVID, ça circule depuis déjà là, au début juin quand vous avez fait parvenir ce bottin-là. S'il vous plaît, le compléter, c'est important pour que la DRSP puisse intervenir rapidement dans vos camps de jour suite à des cas qui seraient confirmés ou non. Donc, on va vous remettre le lien de cette enquête-là. Bon, Marguerite, elle vient de le mettre. Merci, Marguerite. Je vais vous présenter maintenant les 4 personnes qui présenteront le webinaire aujourd'hui. C'est l'équipe camp de jour du service de développement des jeunes de la Direction régionale de santé publique qui fait partie du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Centre-Sud. J'ai regardé ma petite feuille puisque c'est assez long à dire. Donc, nous avons Françoise Mambeau, qui est responsable du dossier camp de jour et agente de planification, programmation et recherche. Nous avons Sarah-Jeanne Morin, qui va présenter le PowerPoint, qui est infirmière. Nous avons Dr Camille Costa, qui est médecin. Et nous avons Jannick Giron-Médina, qui est également agente de planification, programmation et recherche. Donc, j'ai terminé. Si Dr Camille, si tu veux partager ton écran et débuter la présentation d'aujourd'hui. Parfait. Je partage à l'instant. Est-ce que vous voyez bien? Très bien. OK, super. Donc, bienvenue à notre petite présentation pour vous sur comment ça devrait se dérouler de notre point de vue de la santé publique pour les camps. Donc,
Je tiens d'abord à vous dire là, que la présentation a été rédigée en fonction des informations qu'on avait disponibles. Et puis même ce matin, on a fait des changements encore à la présentation. Donc, sachez qu'il est très possible que dans les prochaines journées, les prochaines semaines, qu'il y ait encore des changements. C'est un peu ça, vivre une crise sanitaire, une pandémie. Donc, ayez de l'indulgence avec vous. On essaie de notre mieux. Et puis, aussi que l'information, elle est complémentaire à celle produite par l'Association des camps du Québec, donc le document de la Sécu. Quelques avertissements. Donc, les camps de jour et les camps de vacances pourront reprendre seulement à compter du 21 juin. On vous a mis le lien ici dans la présentation que vous pouvez consulter. Et les mesures qui sont présentées s'appliquent également lors de la formation des employés des camps. Donc, à garder en tête. Voici le guide qu'on espère que vous avez bien lu. Il y a beaucoup d'informations disponibles dans ce guide. Sachez aussi, par contre, qu'il y a certaines différences entre les mesures qui ont été émises par le guide et certaines recommandations des guides de l'INSPQ. Donc, encore une fois, là, on est en situation de pandémie. L'information change très rapidement et puis parfois, là, les différentes sources ne sont pas tout à fait conformes les unes avec les autres. Donc, c'est ça, gardez ça en tête là, quand vous cherchez votre information. Mais on va tenter de clarifier tout ça aujourd'hui pour vous. Voici le plan de la présentation. On va commencer avec une introduction. On va parler des différentes caractéristiques de la COVID-19, suivi du bloc 1, donc des mesures de protection de base. Nous aurons une courte période de questions après chaque bloc. Le bloc 2, on va parler de la gestion des cas, des contacts et du contrôle des éclosions. Au bloc 3, des différents soins à prodiguer aux enfants, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre. Et finalement, pour le bloc 4, de l'organisation générale du camp de jour, des activités sportives, de loisirs et de plein air, le contexte des repas, les déplacements, etc. Un document qui va inclure des questions-réponses auxquelles on n'aura pas le temps de répondre vous sera acheminé au courant de la semaine prochaine. Donc, si jamais là, vous posez une question dans le clavardage et qu'on n'a pas la chance d'y répondre, ne vous inquiétez pas, on va tout répondre à ça dans un autre document la semaine prochaine. Alors, quelles sont les caractéristiques de la COVID-19? Je sais qu'on en parle là, depuis maintenant plus d'une année, mais ça vaut toujours la peine là, de revenir aux bases. Donc, c'est une infection qui est causée par le coronavirus qui affecte principalement le nez, la gorge et les poumons. Il y a bien sûr d'autres systèmes qui peuvent être affectés, mais les principaux sont ceux-là. Deux modes de transmission sont maintenant reconnus. Donc, il y a par gouttelette et par aérosol. Les gouttelettes, c'est plutôt des particules qui sont un peu plus grosses, qui peuvent être transmises directement d'une personne à une autre ou indirectement sur une surface. Donc, par exemple, on éternue, il y a des gouttelettes qui peuvent se propager dans les airs, mais comme elles sont un peu plus grosses, elles sont un peu plus lourdes. Donc, elles ne se déplacent pas habituellement à plus de 2 mètres. Ces gouttelettes-là se déposent sur une autre personne ou sur une surface et le masque de procédure peut être efficace pour prévenir la propagation de ces gouttelettes-là. Ensuite, les aérosols, donc dans mon petit diagramme, là, juste pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. En fait, je vois seulement mauve, donc... Oui, on voit la flèche. OK, excellent, merci. Donc, pour les gouttelettes, c'est les particules qui sont plus grosses ici. Et les aérosols, c'est les plus petites particules qui, elles, étant plus petites, sont plus légères et peuvent se propager à distance.
la raison que les aérosols sont importantes à garder en tête, c'est la raison pour laquelle à l'extérieur ou dans des endroits qui sont plus ventilés, il y a moins de propagation parce que ces aérosols-là peuvent simplement s'en aller dans le vent ou avec la bonne ventilation. Donc, c'est pour ça qu'on encourage plus d'activités à l'extérieur ou, lorsque c'est à l'intérieur, d'avoir une bonne ventilation, les fenêtres ouvertes, etc., pour faire un changement d'air, comme on peut dire. Bon, ensuite, quelle est la période de contagiosité du virus? En général, typiquement, on considère 2 jours avant l'apparition des symptômes ou, s'il n'y a pas de symptômes, à partir de la date du test, jusqu'à 10 jours après. Donc, au total, là, comme un 12 jours, la personne peut être contagieuse. Et une personne qui est asymptomatique peut tout à fait transmettre le virus. Donc, juste parce qu'une personne n'a pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contagieuse. On a mis une liste ici des différents symptômes à surveiller, mais je vais aller sur la prochaine diapositive pour vous montrer de façon un peu plus imagée les différents symptômes. Ce n'est pas nécessairement exhaustif, mais c'est les symptômes principaux. Donc, on parle de fièvre qui, lorsqu'elle est prise en température rectale, c'est considéré une fièvre à 38,5 degrés Celsius ou plus. Et chez les enfants de 6 ans et plus, on prône plutôt la température buccale, qui, elle, devrait être 38,1 degrés Celsius ou plus. Tu peux Ensuite, il y a... parler? Oh, pardon? OK. Non, je comprends. Je C'est pense que c'est important juste un micro qui est ouvert. de fermer les micros, s'il te plaît, s'il vous plaît, pour faciliter là, les présentations. Aucun problème. Donc, pour ce qui est des symptômes généraux, on parle d'une perte soudaine d'odorat dans l'absence de congestion nasale, parce que, comme vous savez, si on a une congestion nasale, ça peut tout à fait créer une perte d'odorat. Et avec ou sans perte de goût, on parle d'une grande fatigue, une perte d'appétit importante, des douleurs musculaires qui peuvent être généralisées et pas seulement à cause d'un gros effort physique, et des maux de tête, mais ça, on les considère surtout pour les enfants un peu plus vieux, donc 6 ans de plus. Ensuite, bien sûr, les symptômes respiratoires, donc une toux qui est ou bien nouvelle ou chez quelqu'un qui a une toux chronique, qu'elle soit aggravée, un essoufflement ou une impression de difficulté à respirer, un mal de gorge ou le nez qui coule ou un nez qui est bouché. Et finalement, des symptômes gastro-intestinaux, donc la nausée, les vomissements, diarrhée et maux de ventre, peuvent tous être des symptômes qui pourraient être compatibles avec la COVID-19. Donc, comme vous voyez, puis je sais que vous le savez déjà, mais il y a vraiment plein de symptômes qui sont compatibles avec la COVID-19 et c'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'affût et faire très attention parce que parfois, c'est un symptôme, un tout petit symptôme, et même les gens sont asymptomatiques et peuvent quand même être contagieux avec la COVID-19. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter la transmission? Plusieurs éléments. Donc, d'abord, respecter les mesures selon le palier qui est en vigueur et selon le type de camp. On a mis ici le lien de Santé Québec qui détaille les différentes mesures à respecter selon le système d'alerte régionale, selon les différentes couleurs, le rouge, orange, jaune et vert. On peut favoriser les mesures de distanciation physique. Donc, dans les camps de vacances, il n'y a pas d'obligation d'avoir de distance entre les participants et les employés d'un même groupe ou d'une même bulle. Cependant, entre les groupes ou les bulles, donc une entre l'autre, on recommande une distance d'au moins 2 mètres entre les différents participants, employés, fournisseurs, donc quand ils ne font pas partie d'une même bulle. Pour les camps de jour,
un des changements cette année, c'est qu'on ne recommande pas nécessairement la distance de 1 mètre entre les jeunes comme c'était le cas l'an passé. On considère que quand les jeunes font partie d'une même bulle, c'est correct qu'il y ait une certaine proximité entre eux. Cependant, on recommande quand même le 2 mètres entre les moniteurs et les jeunes et les moniteurs entre eux. Pour éviter la transmission, on veut minimiser les rassemblements. Il faut également respecter et renforcer l'étiquette respiratoire. Donc, de répéter et répéter, d'éternuer dans le coude ou dans un mouchoir, d'éviter les contacts lors des salutations, se laver les mains fréquemment et porter un masque. Puis, on porte le masque selon, ou en fait, on porte minimalement le masque selon le palier qui est en vigueur. On limite le partage d'équipements. Peut nettoyer et désinfecter les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés. Il n'y a pas de fréquence précise donc à quelle fréquence désinfecter les objets qui sont fréquemment touchés, mais minimalement, c'est une fois aux 24 heures, mais il faut aussi utiliser de votre jugement. Là, si quelque chose est vraiment utilisé de façon répétée, parfois une désinfection plus fréquente qu'aux 24 heures. Pour éviter la transmission, mais il faut bien gérer les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, bien les isoler du groupe pour prévenir la transmission. Alors, on commence maintenant avec le bloc 1. On va parler des mesures de protection de base. Bon, premièrement, quand doit-on se laver les mains? En fait, très, très, très souvent. Donc, à l'arrivée le matin au camp, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, avant et après s'être touché le visage, avant et après la manipulation d'un objet fréquemment touché, avant et après d'être allé aux toilettes, d'avoir fait une activité et aussi avant et après les repas et les collations. Donc, très, très, très souvent, là, il faut que ça soit intégré dans la routine de se laver les mains de façon régulière. Et comment doit-on procéder pour faire ça? Idéalement, on utilise de l'eau tiède et du savon et on doit laver les mains pour au moins 30 secondes en n'oubliant pas les ongles, les poignets, toutes les zones de la main. Le lavage à l'eau et au savon est à privilégier parce que c'est le moyen qui est le plus efficace pour tuer le virus. On peut aussi utiliser une solution désinfectante. On doit l'appliquer sur les mains sèches et on frotte jusqu'à ce qu'elles redeviennent sèches. Vous savez, les solutions désinfectantes ont une certaine viscosité. Elles sont faites comme ça par exprès parce qu'on veut que les gens se frottent les mains. Donc, c'est vraiment l'action de frotter partout jusqu'à temps que ça redevienne sèche qui aide à s'assurer de bien tuer le virus. Donc, la solution désinfectante ne fait pas un nettoyage des mains, mais elle tue le virus. Lorsque les mains sont vraiment visiblement souillées, on doit absolument les laver avec de l'eau et du savon. Parce que, évidemment, il n'y a pas juste le virus du coronavirus qui est présent, mais on veut aussi enlever d'autres saletés, des bactéries potentielles, d'autres choses. On ne se lave pas juste les mains pour la COVID. Donc, on n'oublie pas l'eau et le savon. Est-ce que les solutions désinfectantes sont sécuritaires pour les enfants? Oui, ça peut tout à fait être sécuritaire, mais il faut faire attention. Donc, on garde toujours la solution désinfectante hors de la portée des enfants. Il faut bien les superviser lors de l'utilisation. On évite le contact avec les yeux et il faut faire très, très, très attention qu'ils n'ingèrent pas la solution désinfectante. Même une petite quantité peut être dangereuse s'ils l'ingèrent.
Et si jamais c'est le cas, vous devez absolument appeler le Centre antipoison du Québec pour voir s'il y a d'autres démarches à suivre. Les solutions qui sont à base d'éthanol de qualité technique ne doivent pas être utilisées chez les enfants. En principe, au Canada, chaque solution qui est à base d'éthanol de qualité technique doit être identifiée sur le contenant. Mais dans le doute, vous pouvez vous référer à la liste de Santé Canada qu'on vous a transmise ici sur la diapositive. Donc, quels sont les équipements de protection qu'on doit utiliser? D'abord, le fameux masque de procédure, donc c'est aussi appelé un masque médical. C'est lui qui est le plus efficace des mesures de protection au niveau du visage. Donc, c'est plus efficace que le couvre-visage en tissu. On le change s'il devient souillé, mouillé, endommagé. Une fois, si on utilise lors d'une intervention auprès d'une personne malade ou également après 4 heures du début de l'utilisation. Donc, minimalement, on utilise 2 masques de procédure par jour, mais on peut en utiliser plusieurs autres s'ils deviennent mouillés, souillés, etc. On ne le réutilise pas une fois que le 4 heures s'est écoulé. Et on doit procéder, encore une fois, à l'hygiène des mains avant et après l'avoir installé et l'enlevé. Les employés du camp sont soumis aux normes de la CNESST. On vous a mis le lien ici un peu pour expliquer pourquoi les employés du camp doivent porter un masque de procédure et l'importance de ceci. Sachez qu'il y a certains masques qui répondent aux normes de la CNESST et ils en parlent aussi dans ce document-là. Donc, ce n'est pas tout masque qui ressemble, ou pas tout masque jetable qui est considéré suffisant comme masque de procédure ou masque médical. Pour ce qui est du couvre-visage en tissu, ça ne fait pas partie des équipements de protection individuelle. On ne le considère pas comme étant un équipement de protection, mais on peut l'utiliser chez les enfants du camp de jour selon le palier de risque qui est en vigueur. Ce n'est pas du tout recommandé pour les employés des camps de jour ou des camps de vacances. Et lorsqu'on est en présence d'une personne soupçonnée avec la COVID-19, en fait, on doit utiliser un masque de procédure, incluant les enfants, l'enfant lui-même, si c'est l'enfant qu'on soupçonne de la COVID-19. Alors, voici les différentes mesures selon les blocs, selon les paliers d'alerte. Donc, si on regarde le jaune, parce que présentement, on est au palier jaune, dans le camp de jour, les participants doivent utiliser un couvre-visage de façon obligatoire à l'intérieur, seulement lorsqu'ils ont complété leur 5e année du primaire ou plus. Et c'est obligatoire pour tous les participants qui sont d'âge scolaire dans le transport. Les employés, par contre, doivent porter un masque de procédure lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée, et ceci est vrai même à l'extérieur. Donc, si on est à l'extérieur et que la distanciation entre un moniteur et des campeurs ou un moniteur et n'importe qui d'autre, si la distance de 2 mètres ne peut pas être respectée, ils doivent mettre un masque de procédure. Et juste à garder en tête, dans le fond, les enfants plus jeunes, donc les enfants de 5, 6, 7 ans, c'est beaucoup plus difficile de garantir qu'on aura la distanciation physique minimale de 2 mètres. Donc, probablement, les moniteurs pour les groupes plus jeunes vont devoir porter le masque de procédure plus souvent ou plus que les moniteurs plus vieux qui, eux, peut-être pourraient garantir une distance de façon plus raisonnable. Pour les camps de vacances, c'est un peu la même chose pour les employés. Donc, le port du masque de procédure est obligatoire lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée. Encore une fois, même à l'extérieur. C'est des questions qu'on reçoit souvent.
Pour ce qui est des camps de vacances, peu importe les paliers d'alerte, les participants doivent utiliser un couvre-visage lorsqu'ils ont 10 ans ou plus, quand le 2 mètres n'est pas possible avec des participants ou employés d'autres groupes bulles à l'extérieur comme à l'intérieur. Et les fournisseurs, en fait, on va en parler après. Donc, quels sont les autres équipements? Donc, il y a la protection oculaire, qui est considérée comme étant la visière ou les lunettes, mais qui couvrent aussi les côtés. Donc, premièrement, là, un point important, la protection oculaire doit absolument être utilisée conjointement avec un masque. Seulement utiliser une visière ou des lunettes, ce n'est pas suffisant comme mesure de protection. Puis, on comprend bien ça quand on pense, par exemple, aux gouttelettes. Là, si on porte juste une protection oculaire, juste des lunettes, et qu'on éternue, bien, c'est sûr que l'éternuement, les gouttelettes se propagent là, très facilement. Les lunettes normales, donc qui n'ont pas de couverture sur les côtés, sont considérées comme étant insuffisantes. Et puis, pour ce qui est de la protection oculaire, c'est seulement obligatoire pour les personnes n'étant pas dans les mêmes groupes bulles, mais en palier rouge et orange. Donc, ce n'est pas une mesure que vous auriez à utiliser souvent étant en palier jaune présentement. Mais si jamais, malheureusement, on était pour avoir une 4e vague là, que personne ne veut, mais qui est possible tout de même, il faut se rappeler que la protection oculaire pourrait devenir obligatoire également. Ensuite, il y a les gants. Donc, les gants, on se rappelle, ça ne remplace pas du tout l'hygiène des mains. On le porte lors d'un contact physique avec une personne symptomatique. On peut le porter lors d'un contact potentiel avec des liquides biologiques, que d'ailleurs, même avant la COVID, c'est quelque chose qui aurait dû être fait et qui doit être fait. Et elles doivent être jetées après chaque utilisation. Là, on ne réutilise pas des gants. C'est ça. Finalement, la blouse, donc on l'utilise pour éviter d'avoir à changer nos vêtements en cas d'éclaboussure. Et c'est ça. Ensuite, comment devons-nous retirer l'équipement de protection de manière sécuritaire? On a mis une vidéo qui explique ceci, mais en gros, donc si je porte des gants, une blouse, une visière et un masque, je commence par enlever mes gants, ensuite la blouse, je me lave les mains. Ensuite, je retire la visière, mon masque et je me lave les mains une 2e fois. Donc, c'est quand même assez simple. Ça peut valoir la peine, par contre, de pratiquer ceci avec vos employés du camp de jour pour qu'ils l'aient fait au moins une fois ou au moins peut-être même sans l'équipement comme tel, juste le mimer pour qu'il y ait une habitude si jamais ils doivent le faire. Bon. Donc, ensuite, pour le reste de l'équipement de protection individuelle, si on regarde encore dans le palier jaune, donc la protection oculaire est facultative, même lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Sachez que l'équipement de protection individuelle doit être fourni par l'employeur en quantité suffisante pour l'ensemble du personnel. Donc, on doit avoir une quantité de réserve. Pour ce qui est des masques, il y a un minimum de 2 masques par jour par employé, mais on en recommande plus puisque 2 masques, c'est vraiment ce qu'ils devraient porter à tous les jours et ça n'inclut pas les moments que ça pourrait devenir souillé, trop humide, ou en contact avec quelqu'un qui a vraiment la COVID-19. Et lorsqu'on est en présence d'un cas potentiel, là, on met tout l'équipement de protection individuelle que j'ai décrit déjà. Cet équipement-là doit être présent dans une trousse d'urgence, donc une paire de gants, une blouse,
une paire de lunettes protectrices ou une visière, 2 masques de procédure de différentes grandeurs, donc un pour l'intervenant et un pour l'enfant, et une solution hydroalcoolique qui a une concentration d'au moins 60 d'alcool. La raison du 60 c'est que moins que 60 n'est pas efficace pour tuer le virus. Vous devriez avoir plusieurs trousses disponibles en tout temps et accessibles à tous les employés du camp de jour. Parce que si vous imaginez, soudainement, il y a un enfant qui commence à avoir des symptômes dans un des groupes, eh bien, ce moniteur-là doit être capable d'aller se chercher une trousse pour mettre son matériel de protection pour accompagner l'enfant où ils ont besoin d'aller. Finalement, on a reçu énormément de questions concernant l'approvisionnement des masques. Malheureusement, nous sommes toujours en attente de validation concernant l'approvisionnement. Aussitôt que nous allons recevoir l'information validée, nous ferons suivre là, à vous tous l'information. Et je tiens quand même à répéter que si jamais vous décidez de vous approvisionner vous-même, étant donné là, on réalise là, le temps de début des camps s'approche à grands pas, il faut garder en tête qu'il existe des normes de qualité pour les masques et que l'information, vous pouvez la trouver sur le site de la CNESST. Donc, si vous décidez d'en acheter vous-même, avant d'en acheter, assurez-vous que c'est bien considéré comme étant des masques de qualité adéquate. Parce que ça serait dommage que vous en achetiez et que finalement, vous ne puissiez pas les utiliser. OK, donc je vous laisse maintenant avec Françoise Mambeau pour la première période de questions. Oui, merci Camille. On a quelques questions dans le chat. Pardon. La question en lien avec les lunettes de protection a été répondue dans une des diapositives présentées dans le premier bloc. On a une question en lien avec le statut vaccinal et le port du masque. Donc, c'est pourquoi la vaccination n'est pas prise en compte pour le port du masque. Je te laisse y aller, Camille, avec plus de précision en lien avec cette question. Oui, en fait, un instant. Je vais essayer d'arrêter le partage d'écran en premier. OK. En fait, c'est le port du masque, globalement, n'est pas considéré présentement dans le port général du masque, étant donné que ça serait trop d'évaluation, de micro-évaluation, ça serait trop difficile à gérer là, pour tout le monde. Et en fait, on préfère être plus précautionneux que pas dans les mesures sanitaires là, qu'on émet. Cependant, vous allez voir dans le deuxième bloc que lors de l'évaluation de risque de contact, on va parler alors de statut vaccinal dans les enquêtes épidémiologiques qui seront faites par la santé publique. Donc, c'est quand même... le statut vaccinal ne change pas la protection qui est nécessaire de porter. Cependant, le statut vaccinal peut avoir un impact plutôt sur le niveau de risque individuel de la personne de contracter la COVID-19. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la question ou pas, là, mais... Oui, merci Camille. J'étais à écrire une réponse aussi. C'était à quel moment on aura une réponse pour l'approvisionnement des masques? Donc, je le mentionnais là, on aura une réponse donc aussitôt qu'on aura eu les validations nécessaires. On a fait quelques relances à nouveau juste avant la présentation de ce matin même auprès des instances concernées, donc la ville, les CIUS aussi, et on attend des validations, fait qu'on vous on fera un retour au plus tôt dès qu'on aura des réponses. Après, désolée. OK, j'ai une question
concernant la désinfection. J'ai de la difficulté à bien comprendre la norme de désinfection dans le même groupe. Comment les jeunes n'ont plus à respecter le 1 mètre. Peut-il y avoir du partage de matériel dans le même groupe bulle? Je pense que c'est en lien avec le matériel utilisé. Ça sera abordé dans un prochain bloc. Donc, je vous laisse écouter la présentation, le bloc suivant. Vous aurez la réponse à cette question. Utilisation de binoculaires, jumelles, crayons. Devons-nous absolument faire un kit individuel? Ça sera répondu aussi dans le courant de la présentation. Après ça, je n'ai plus d'autres questions. Je vais peut-être te laisser y aller, Sarah-Jeanne, avec le bloc 2. Oui, parfait. Donc, on va commencer avec le bloc 2, qui est le bloc le plus concret pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire pour la gestion des cas, des contacts et le contrôle des éclosions? Donc, on va commencer avec quelques petites définitions pour partir. Donc, qu'est-ce qu'un cas? Bien, un cas est une personne qui va avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Un contact, c'est une personne qui a été à proximité d'un cas. Une éclosion. On va parler d'une éclosion lorsqu'il va y avoir 2 cas ou plus en moins de 14 jours chez les jeunes ou employés d'un même groupe bulle, qui ne peut pas être expliqué par un lien épidémiologique externe au groupe. Exemple, on a 2 enfants de la même fratrie qui sont positifs, on ne parlera pas d'une éclosion à ce moment-là. Qu'est-ce qu'une enquête de la santé publique? C'est lorsqu'une personne reçoit un diagnostic de COVID-19, une enquête de la direction régionale de santé publique est menée afin d'appliquer les mesures d'isolement et d'évaluer les contacts de la personne infectée. Donc, l'offre de service, nous sommes 2 départements à avoir un petit peu une offre de service à ce niveau-là. On a le développement jeunesse qui s'appelle DJ de la DRSP et on a aussi EUSP qui est Environnement urbain, santé des populations, qui est un petit peu plus impliqué l'année dernière. Cette année, ça va plus être DJ qui va faire l'implication au niveau des camps de jour. Donc, DJ va gérer tous les milieux et activités soumis aux mesures sanitaires des camps de jour conformément au guide de la Sécu, tant au niveau municipal, communautaire et privé. Il y a quelques milieux qu'on va gérer en partenariat avec EUSP. Et EUSP, eux, vont plutôt s'occuper des milieux et activités soumis aux mesures sanitaires pour le sport et loisirs et celles pour le communautaire. Donc, on a un petit peu plus concrètement ce qu'on va faire. Donc, DJ, concrètement, s'occupe des camps de jour municipaux, des camps de jour communautaires, des camps de jour privés. Donc, on parle des camps de jour d'activités spécialisées, les camps de nature, les camps avec hébergement, les camps de jour avec clientèle à besoins particuliers, les camps sportifs qui vont être soumis aux mesures des camps de jour, ainsi que les organismes externes qui vont venir offrir des services dans les camps de jour. EUSP, de son côté, va plutôt s'occuper des sports d'élite lorsqu'ils ne seront pas soumis aux mesures des camps de jour. Donc, on parle des camps d'entraînement, des camps de sélection. Et va s'occuper aussi des activités municipales et communautaires, jeunesse, les sports, loisirs, culturels, etc. Tout ça qui est en dehors du cadre des camps de jour. Donc, l'approche à prendre lorsqu'on a 4 catégories, lorsqu'une personne symptomatique, si on identifie une personne symptomatique avant l'arrivée au camp, qu'est-ce qu'on va faire? Une personne symptomatique pendant la journée au camp. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un cas positif, que ce soit un employé ou un campeur? Et qu'est-ce qu'on va faire avec les contacts qu'on va identifier à risque modéré ou encore à risque faible? Et un petit dernier retour sur les éclosions. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une personne symptomatique avant l'arrivée? C'est très important d'identifier les personnes symptomatiques avant l'arrivée, c'est encore mieux. On encourage fortement les gens à utiliser l'auto-évaluation qui est disponible en ligne sur le site du Québec, qui va les guider s'ils ont besoin de faire un test ou non. Si on a un enfant ou un adulte qui présente des symptômes pouvant être reliés à la COVID-19 avant l'arrivée au camp, c'est bien important de lui refuser l'accès si elle présente des symptômes ou encore si elle était en isolement en raison d'un contact à la COVID-19 ou encore s'il y a une autre personne dans la même résidence qui présente des symptômes. Donc, concrètement, si on a un campeur qui a des symptômes, on lui refuse l'accès et on refuse l'accès également à sa fratrie. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, à titre
il y a un document, on vous a mis le lien à la fin du PowerPoint, on aurait mis les liens intéressants, qui parle de quand on peut arrêter un isolement. Il ne parle pas seulement de ça, il parle de quand s'isoler. C'est un bon outil aussi à donner peut-être aux parents. Donc, il y a 3 situations de quand on peut arrêter l'isolement. Il y a la situation où on n'a pas été en contact avec une personne positive, on n'a pas voyagé à l'extérieur, donc on n'avait pas de quarantaine à faire de 14 jours et on est allé faire un test, on reçoit notre résultat de test qui est négatif. À ce moment-là, on pourrait reprendre nos activités. Par contre, petit bémol, s'il y a toujours une persistance des symptômes, même s'il y a un test négatif à la COVID-19, on recommande fortement d'appeler la ligne COVID-19 afin d'être évalué individuellement avant de retourner dans le milieu. C'est possible qu'un deuxième test soit demandé, c'est vraiment individuel. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'on est un cas, normalement, on a 10 jours d'isolement à faire depuis le début des symptômes ou à partir du résultat du test. Donc, c'est important de faire le 10 jours. Après, il peut y avoir une réintégration. Par contre, il faut qu'il n'y ait plus de fièvre pendant 48 heures et qu'il y ait une bonne amélioration des symptômes depuis au moins 24 heures avant de reprendre nos activités. Le dernier type d'isolement, c'est le 14 jours. C'est pour quelqu'un qui aurait été en contact avec un cas positif de COVID. Donc, cette personne, elle a un isolement de 14 jours à faire à partir du dernier contact avec la personne positive. Donc, maintenant, si nous avons quelqu'un qui est symptomatique pendant le camp, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si notre personne symptomatique est un adulte, un employé, on va demander à l'adulte symptomatique de se nettoyer les mains, de mettre un masque médical et de le garder en tout temps, de maintenir une distance de 2 mètres avec autrui si possible, et on va demander à cette personne de quitter dès qu'un remplaçant aura été trouvé. Le but, c'est d'éviter de regrouper son groupe avec un autre groupe. Et on lui dit de contacter la ligne COVID ou encore de se référer à l'auto-évaluation pour évaluer si un test est nécessaire. Si notre personne symptomatique est un jeune ou un campeur, on va avoir un intervenant qui va l'accompagner. On va donner un masque médical à l'enfant si toléré et l'isoler dans une pièce prévue à cet effet. On va veiller sur le jeune symptomatique, on ne le laisse pas tout seul, mais une seule personne veille sur le jeune. La personne qui va être là pour veiller sur le jeune va porter l'épi, incluant la blouse, les gants, et va garder, si possible, une distance de 2 mètres avec l'enfant. On va s'assurer d'avertir le parent ou le tuteur pour qu'il puisse venir récupérer l'enfant et le ramener à la maison. Et encore une fois, on réfère à la ligne COVID ou à l'outil d'auto-évaluation pour déterminer si un test est nécessaire. Une fois que la personne a quitté les lieux, on s'assure de bien désinfecter les surfaces et les objets touchés. On ventile les lieux et on peut retirer l'épi de manière sécuritaire, comme on l'a vu dans le bloc 1. Donc, la salle d'isolement. Donc, on demande d'avoir une salle disponible pour isoler en cas de besoin. C'est sûr que c'est préférable qu'on n'utilise pas la salle d'isolement pour autre chose, mais si on n'a pas le choix, il faut s'assurer que la salle soit disponible rapidement pour pouvoir isoler quelqu'un. Elle ne peut pas être utilisée pendant qu'il y a quelqu'un d'isolé. Et avant de reprendre l'usage partagé, c'est très important de bien nettoyer et désinfecter. Si on a plusieurs jeunes dans le camp qui présentent des symptômes au même moment, est-ce qu'on peut les isoler dans la même salle? C'est sûr qu'il est préférable de ne pas les isoler dans la même salle parce que ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui ont des symptômes ont nécessairement la COVID-19. Par contre, si c'est impossible de les isoler dans des salles différentes, on peut les mettre dans la même salle, mais on va s'assurer qu'ils gardent une distance de 2 mètres entre eux en tout temps. Maintenant, si nous avons un cas de COVID-19, donc si un employé ou un jeune fréquentant le camp, vous avez ce qu'il a la COVID-19, que faire? Donc, on s'assure que la personne qui est un cas ne peut pas avoir accès au camp. On va lui poser les questions nécessaires pour remplir un gabarit qui va nous être envoyé à la santé publique par la suite. On va regarder le gabarit dans les prochaines diapos ensemble en détail pour voir quelle information est nécessaire. Si vous croyez que le cas était présent pendant sa période de contagion,
Donc, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, il est contagieux 48 heures avant le début des symptômes ou encore 48 heures avant le début du test s'il était asymptomatique et jusqu'à 10 jours après. Donc, si on pense qu'il était présent pendant cette période-là avec le groupe, on peut fermer le groupe de façon préventive en attendant notre enquête. Une fois que le gabarit est complété, vous pouvez nous l'envoyer par courriel au courriel suivant. C'est milieujeunesse.brsp.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca. On a également notre téléphone qui est le 514-528-2400. Par contre, on privilégie vraiment le courriel, c'est plus facile pour les communications. Dans le gabarit, on va avoir l'information sur le cas, mais on va aussi avoir l'information sur tous les contacts du cas. Une fois toute l'information reçue, il va y avoir un enquêteur de la santé publique de notre cellule milieu jeunesse qui vous contactera pour effectuer une analyse du risque des contacts et vous aviser des prochaines étapes à venir. Donc, les contacts vont être évalués aussi à leur tour en déterminant leur niveau de risque de contagion en lien avec le type d'exposition. Une fois que l'évaluation va être complétée, il va y avoir des recommandations qui vont être établies. Pour les différents types, donc on va avoir des recommandations pour les contacts à risque modéré à élevé. On va plutôt avoir des risques modérés dans les cas. Élevé, ça va être plus rare. Et des personnes à risque faible. Une fois l'enquête complétée et le risque de chaque personne établi, vous allez recevoir des lettres à transmettre au contact selon leur niveau de risque, donc faible ou modéré, avec toutes les instructions de ce qu'ils doivent faire. Il est important aussi de noter que les contacts qui vont être identifiés à risque modéré lors de l'enquête avec l'enquêteur de milieu jeunesse vont être contactés individuellement par la suite par la santé publique afin d'évaluer leur niveau de protection individuelle. Donc, on parle de vaccins ou s'ils ont eu la maladie dans le passé. Donc, les contacts qui vont être considérés protégés après cette évaluation-là vont pouvoir voir leur risque abaisser à faible au lieu de modéré et ils n'auront plus besoin de s'isoler. Toute l'information va leur être dite par la personne qui va faire cette évaluation du niveau de protection individuelle. Donc, on a ici le gabarit que nous utilisons. Je sais que vous ne voyez peut-être pas très bien, mais vous allez tout l'avoir en main, ce gabarit-là. Donc, vous avez vraiment, c'est l'outil pour l'identification des contacts à risque modéré et faible d'un cas confirmé de COVID-19 ayant fréquenté un milieu. Donc, vous avez vraiment dans l'encadré en vert toutes les instructions de comment évaluer le contact, quelles questions poser, quoi regarder. Donc, vous lirez ça pour faire votre première enquête. Puis, vous avez différents onglets. Donc, l'identification du cas, l'onglet gabarit des contacts à risque modéré, gabarit des contacts à risque faible. Et vous avez aussi un algorithme à la fin pour vous aider à savoir qui est à contact modéré versus qui on met à risque faible. Donc, on va regarder les différentes pages. Ne vous inquiétez pas, la première fois que vous allez remplir un gabarit, la personne de la santé publique qui va vous appeler va pouvoir tout regarder avec vous en détail la situation, qui on met à risque faible, qui on met à risque modéré. Donc, si vous n'êtes pas certain, on va vous aider, il n'y a pas de problème. Donc, voici la première partie qui est vraiment l'identification du cas. Donc, on va avoir besoin de son nom, son prénom, sa date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone, l'adresse. La source, on parle de la perception du cas. Il pense que la source vient de où? Est-ce que ça vient du camp, de la famille, ou elle est inconnue? C'est correct aussi. On demande aussi d'identifier la fratrie. Si le cas a des frères et sœurs au camp, on veut les avoir dans le gabarit. La date du test, les 3 dernières dates de fréquentation du milieu. Ça va être important pour voir s'il a exposé le milieu. Le numéro ou le nom du groupe du cas. Est-ce qu'on doit fermer ce groupe-là selon vous? Est-ce qu'il a été fermé? C'est quoi la dernière date de présence du groupe? Et la date prévue du retour. C'est correct si vous n'avez pas toutes les informations, comme je vous disais, on va regarder avec vous. Mais pour ce qui est de l'identification du cas, c'est quand même important d'avoir le plus d'informations possible. L'autre partie, c'est vraiment le nom du milieu. Donc, c'est quel camp,
C'est qui la personne responsable ressource avec laquelle on doit communiquer pour analyser le cas. On va avoir besoin des coordonnées, donc le téléphone et le courriel. Et ça prend quelqu'un qui est disponible aussi les fins de semaine parce qu'il va y avoir des enquêtes aussi la fin de semaine. Et la dernière petite partie, c'est une liste de vérification. Donc, ça va être important d'identifier si notre cas a pris l'autobus. Est-ce qu'il a fréquenté d'autres groupes? Est-ce qu'il y a des groupes qui ont été jumelés pour une activité? Et est-ce qu'il a fréquenté des espaces communs? Est-ce qu'il y a vu d'autres mondes qui serait important d'identifier? Ensuite, on a vraiment le gabarit pour les contacts à risque modéré. Donc, on vous demande de nous identifier, de mettre le nom et le prénom, la date de naissance, dans quel groupe, est-ce que vous avez avisé le contact, oui ou non. On a besoin du nom du parent, du numéro de téléphone, du courriel et de la langue de communication aussi pour nous aider. Donc, c'est important vraiment d'avoir les numéros de téléphone et les courriels parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, tous les contacts à risque modéré vont être contactés afin d'évaluer leur niveau de protection. Et par la suite, on a vraiment le gabarit pour les contacts à risque faible. Lorsque c'est des risques faibles, on n'a pas besoin du numéro de téléphone ni du courriel parce qu'ils ne seront pas contactés par la santé publique. Donc, voilà. Et finalement, on a notre petit algorithme pour aider à savoir qui est à risque faible et qui est à risque modéré. Donc, dans la première partie, on a au niveau lorsqu'on est au camp et que notre cas est un campeur. Donc, les contacts à risque modéré vont être a priori les campeurs du groupe Bulle ainsi que le moniteur du groupe Bulle. Donc, eux, on les met à risque modéré d'emblée parce qu'ils passent toute la journée ensemble, qu'il y ait port du masque ou pas. Par contre, s'il a été en contact avec d'autres groupes et d'autres moniteurs, ça va être uniquement ceux qui se trouvaient à moins de 2 mètres du cas pendant au moins 15 minutes. On parle d'un 15 minutes en continu ou cumulatif sur une période de 24 heures. Si le cas est un moniteur ou un employé, donc les contacts à risque modéré vont être a priori les campeurs du groupe Bulle, même s'il y a le port du masque, comme on a dit tout à l'heure. Pour les autres groupes, ça va être la même chose, uniquement ceux qui se trouvent à moins de 2 mètres de celui-ci pendant au moins 15 minutes. Et pour les contacts entre moniteurs et employés, ça va être seulement ceux qui sont à moins de 2 mètres et au moins 15 minutes et qu'il y en avait un des deux qui ne portait pas son masque. Donc, si on a 2 moniteurs qui sont en contact, un est un cas, ils sont à moins de 2 mètres, mais les deux portent le masque, l'autre moniteur va être un contact à risque faible. Donc, pour le transport en autobus, si le cas est un campeur, on va parler de tous les campeurs identifiables à moins de 2 mètres du cas pendant au moins 15 minutes. En regardant ça, c'est important d'avoir un plan d'autobus, de savoir qui est assis à côté de notre cas pour pouvoir identifier les contacts à risque modéré au niveau de l'autobus. Pour le chauffeur de l'autobus, c'est aussi à moins de 2 mètres du cas pendant au moins 15 minutes. Par contre, si le chauffeur porte un masque et a une protection de plastique autour de lui, comme c'est la norme en ce moment, il va être considéré à risque faible. Par contre, s'il a seulement le masque ou seulement la protection, il va être à risque modéré. Si le cas est un chauffeur d'autobus, excusez-moi pour mon chien, je vais juste lui ouvrir la porte et continuer. Pardon, je continue. Donc, si notre cas est un chauffeur d'autobus, c'est vraiment les personnes à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes, mais c'est seulement la même chose. Si le chauffeur porte son masque et a la protection autour de lui, ils ne seront pas considérés à risque modéré. Si le chauffeur porte seulement un masque et il y a des gens à moins de 2 mètres, là, il va être considéré à risque modéré. Donc, qu'est-ce qui va se passer après pour les contacts qu'on a identifiés? Donc, les recommandations pour un contact à risque modéré à élevé de contagion, mais dans notre cas, on va plus parler de contact à risque modéré. Il va y avoir un retrait du camp et un isolement pour 14 jours. Il va y avoir la passation de 2 tests de dépistage de COVID-19. Le premier test va être 3 jours après la première exposition et le deuxième test va être 12 jours après la dernière exposition, soit 2 jours avant la fin de l'isolement.
Pour le résultat du premier test, si la personne reçoit un résultat positif à son premier test, elle va être considérée comme un cas par la suite. La santé publique va la confirmer et lui donner la marche à suivre pour la suite. Si le test est négatif, la personne elle devra poursuivre son isolement de 14 jours et faire un deuxième test de dépistage 12 jours après la dernière exposition. Si le deuxième test demeure négatif à ce moment-là, elle pourra rejoindre le camp, mais seulement à la fin des 14 jours, pas avant. On demande aussi, lorsqu'un contact est mis en isolement, que sa bulle familiale s'isole également. Par contre, la bulle familiale, dès qu'il y a un premier résultat au test qui est négatif, la bulle peut reprendre les activités. Donc, quand on isole des contacts, il est important aussi d'évaluer s'il y a des frères et sœurs dans le camp pour les renvoyer à la maison en même temps que le contact. La famille n'a pas à faire de test, c'est vraiment seulement pour le contact. Les membres de la bulle familiale qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin contre la COVID-19 depuis au moins 7 jours ou ceux qui ont testé positif à la COVID-19 dans les 6 derniers mois vont être considérés protégés et n'auront pas à s'isoler. Juste un petit rappel, les tests de dépistage sont fortement recommandés, mais ils sont facultatifs. Donc, mais l'isolement est obligatoire. Donc, c'est possible que vous ayez un contact qui fasse son isolement de 14 jours, mais il ne peut pas vous fournir de test parce qu'il n'en a pas fait. C'est correct, il n'est pas obligé de faire un test. S'il n'y a pas de symptômes qui a fait son 14 jours, il peut revenir au camp. Les recommandations pour les contacts à risque faible, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'isolement à faire pour ces contacts-là. C'est seulement une surveillance rehaussée des symptômes pour 14 jours. Ici, on vous a mis un exemple de lettres. Ça, c'est les lettres que nous, on émet, qu'on vous envoie et que vous faites parvenir aux parents des contacts. Donc, il y a vraiment toutes les consignes. On parle de l'isolement de la bulle familiale, puis c'est à ce niveau-là, quoi faire à leur premier résultat de test qui est négatif, s'il est positif, qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez aussi qu'on a 2 encadrés. Dans le premier encadré, c'est vraiment les dates d'isolement. Donc, la date, jusqu'à quelle date ils doivent être isolés inclusivement. Donc, à partir de telle date, ils peuvent revenir. Donc, comme exemple, on avait jusqu'au 12 mai inclusivement. Donc, jeudi le 13 mai, il peut revenir au camp sans problème. L'isolement est terminé. Dans le deuxième petit carré, je sais qu'on ne voit pas très bien, c'est vraiment le dépistage. Donc, on a les 2 tests, la date du premier test et la date du deuxième test. Donc, vraiment, les familles reçoivent toute l'information par rapport aux consignes qu'ils ont à faire et ça passe par les directeurs de camp qui, eux, les remettent aux familles par la suite. Donc, un petit retour vite sur les éclosions. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Une éclosion, ça va être déclaré lorsqu'il va y avoir 2 cas en moins de 14 jours chez les campeurs ou les animateurs d'un groupe bulle, ne pouvant être expliqués par un lien épidémiologique en dehors du camp. Donc, encore le même exemple, les 2 cas dans une même fratrie, ce n'est pas une éclosion. Qu'est-ce qu'on doit faire si on suspecte une éclosion? Donc, à ce moment-là, c'est très important de communiquer avec nous. On va regarder la situation avec vous. On va faire une analyse du risque et déterminer les mesures à mettre en place dans le milieu. Lors d'éclosions plus importantes, il va y avoir un agent de la santé publique qui va être identifié comme personne ressource pour vous accompagner tout au long du processus. Donc, vous ne serez pas seul là-dedans. Vous allez vraiment avoir une personne avec qui communiquer pour vos questions par rapport à l'éclosion. Et une éclosion ne signifie pas la fermeture du camp, mais plutôt une collaboration entre la santé publique et le milieu afin de limiter la transmission du virus. Et en conclusion, à ce bloc-là, le camp est un partenaire essentiel dans une enquête épidémiologique. Le camp sera invité à soutenir la santé publique dans l'identification des contacts étroits en transmettant les noms et les coordonnées du groupe, du cas, ainsi que les autres personnes ayant pu être en contact étroit avec le cas. Le rôle primordial de l'établissement du camp est également d'identifier les personnes ayant des symptômes, de limiter leur accès au site et de les référer à la ligne COVID-19 ou encore à l'auto-évaluation. Donc, nous sommes rendus à la période de questions pour le groupe 2. Donc, je redonne la parole à Françoise Mamoudeau. Oui, alors merci Sarah-Jeanne. Nous avons eu plusieurs questions
en lien premièrement avec l'accès au PowerPoint. Donc, je l'ai écrit dans la conversation. Il sera disponible, on va essayer de le faire le plus tôt possible en début de semaine prochaine. La vidéo, pareil, sera disponible en début de semaine prochaine, mais le document questions-réponses plutôt au courant de la semaine prochaine. Après, j'avais une question sur la réintégration au camp pour les campeurs, les jeunes, 24 heures après l'apparition de symptômes légers. Je vais te laisser, Sarah-Jeanne, y répondre. En fait, la question, c'est si un résultat est négatif après le 24 heures ou je m'excuse. Ça n'a pas été précisé, mais j'imagine que oui. Résultat négatif, symptômes légers tels que rhume ou tout léger. Parfait. C'est sûr que s'il y a toujours une persistance des symptômes, comme on a dit, on va les référer à la ligne COVID pour que leur cas soit étudié individuellement pour dire si c'est sécuritaire ou non qu'ils reprennent le camp, parce que ça dépend vraiment des symptômes aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse générale pour cette question. C'est vraiment du cas par cas. C'est ça. Ensuite, une deuxième question, toujours en lien avec la réintégration. Bon, j'y ai répondu dans le chat. C'était de savoir si c'était obligatoire de demander une preuve de résultat négatif pour réintégrer un campeur, un jeune au camp. Donc, c'est non, bien sûr. Et je souhaitais préciser aussi que la Direction de santé publique ne fournit pas de preuve de résultat pour permettre la réintégration d'un enfant ou ou d'une fratrie au camp. Donc, voilà. Ensuite, il y a une question sur les voyages de personnes d'une même résidence. Je crois que ça a été abordé dans le bloc 2 ou après. Je te laisse y répondre, Sarah-Jeanne, si ça n'a pas encore été abordé. Oui, il n'y a pas de problème. Pour les voyages, en fait, c'est vraiment plus ça relève du fédéral et du Québec. Il y a vraiment toutes les consignes en ligne pour les questions en lien avec le retour d'un voyage à l'étranger. Donc, les personnes qui voyagent normalement devraient être mis au courant lorsqu'ils reviennent à l'aéroport. Ils devraient avoir des consignes également par rapport à l'isolement à faire. Si jamais c'est une problématique plus tard là, par rapport à des cas particuliers, vous pouvez toujours nous envoyer une question aussi, puis on va pouvoir regarder avec vous là, si on a plus de détails. Parfait. Après, j'avais une dernière question en lien avec les déplacements. La STM n'autoriserait pas les déplacements de groupe. On vous reviendra avec une réponse pour cette question. Voilà. Et j'en ai fini, je pense bien, pour le bloc 2. Je te laisse continuer, Camille. Donc, on va procéder au bloc numéro 3. Donc, c'est en lien avec les soins que vous auriez potentiellement à prodiguer aux enfants. En fait, pour la personne qui a levé la main, on va seulement répondre lors des périodes de questions et via le chat, via le clavardage. Donc, les consignes concernant l'application de la crème solaire ou du chasse-moustique. Donc, ce qu'on recommande, c'est avant l'arrivée au camp, que ça soit déjà appliqué par le parent ou le tuteur. Pendant le camp, les jeunes qui sont capables de le faire eux-mêmes, on les encourage à l'appliquer eux-mêmes. Mais pour ceux qui ont besoin d'aide, en fait, ça devrait être le moniteur qui le fait en respectant les mesures suivantes. Donc, le port de l'équipement de protection, le masque médical et idéalement aussi la protection oculaire à cause de la proximité avec l'enfant et le risque aussi là, de contact avec des liquides biologiques avec l'application au niveau de la bouche, mais autour, pas à la bouche, mais près de la bouche, et de faire une hygiène de main avant et après l'application. Étant donné qu'on vise une diminution de contact physique entre les enfants de façon prolongée, on ne recommande pas qu'ils se crèment entre eux. Et deuxièmement, les consignes pour les premiers soins en cas de blessure. Donc, si l'intervention demande un contact rapproché avec le jeune, on demande minimalement le port du masque, mais bien sûr, on peut aussi avoir plus d'équipements de protection, mais de façon minimale, on recommande le masque de procédure.
Si l'intervention implique des fluides corporels tels que le sang ou l'urine, dans ce cas-là, il faut également avoir une protection oculaire, le port de gants et de la blouse, particulièrement s'il n'y a pas de vêtements de rechange. Mais je tiens à dire que même avant la COVID, si, il y avait une intervention à faire qui impliquait des fluides corporels, on aurait dû aussi là, avoir un équipement de protection. Donc, c'est vraiment juste comme une protection de base qui devrait être faite dans ce contexte. On doit se laver les mains avant et après l'intervention, et ce, même s'il y a une utilisation des gants. On jette évidemment les gants à la poubelle après l'intervention et on change de vêtements s'ils ont été souillés par les liquides biologiques. Donc, en fait, déjà, on est de retour à la troisième période de questions. Oui, écoute, merci Camille. OK, là, je viens d'avoir une question à l'instant. Je n'avais pas de question. Lorsqu'un cas positif est annoncé à un employé ou un campeur, des questions lui seront posées et la santé publique contactera le camp de jour pour l'enquête. Oui, c'est bien cela. Donc, quand il y a un cas dans votre camp, jeune ou employé, qui est avéré, vous le savez, vous devez déclarer le cas à la santé publique. Vous allez avoir les coordonnées qui seront rappelées à la fin de la présentation. Après, il y aura un enquêteur de notre équipe qui pourra vous rappeler pour prendre toutes les informations nécessaires en lien avec les personnes qui ont eu des contacts étroits avec ce cas. Et les consignes vous seront données quant à l'isolement s'il y a lieu de ces personnes. Voilà. Après, je n'ai pas d'autres questions. OK. Oui, j'ai une question qui a effectivement été posée dans le bloc 1. Je crois que j'y ai répondu. Ça ne s'est pas paru peut-être en lien avec si un camp décide d'être prévoyant et commande des masques, est-ce que c'est possible avec une facture qu'il soit remboursé? Donc, ce que j'avais marqué en réponse à cette question-là, c'était qu'on vous reviendrait quant à la possibilité de remboursement selon le type de camp et selon l'instance qui serait en charge de vous approvisionner s'il y a lieu. Mais on attend des validations par rapport à l'approvisionnement des masques. Et le cas échéant, on pourra vous mettre une réponse beaucoup plus précise dans le document question-réponse qui va suivre dès qu'on pourra le diffuser. Après, désolée, je sais que je suis un peu hors sujet. Non, il n'y a personne qui est hors sujet. Est-ce que des jeux comme le ballon chasseur, donc jouer avec le même matériel, est quelque chose de correct? Je te laisse y répondre, je pense, Sarah-Jeanne. Oui, bien, en fait, on va voir un peu l'organisation des camps au prochain bloc, mais c'est sûr que le matériel, on recommande plutôt du matériel individuel, donc de ne pas utiliser des ballons qu'on va se lancer entre jeunes. C'est pas recommandé. Par contre, c'est ça, c'est sûr, c'est des jeunes, ils vont partager quand même le matériel, mais l'idéal, c'est de pouvoir le désinfecter entre l'utilisation. Parfait, merci. Après, j'avais une dernière question, pardon. Avez-vous un document type et facile à comprendre que le camp peut envoyer aux parents sur les mesures à prendre en cas de symptômes, isolement, cas contact, afin que cela soit plus clair et prévenir une transmission? Certain que là, on est à rédiger une lettre qui sera acheminée à tous les gestionnaires de camp, qui pourront l'acheminer à leur tour à tous les parents qui ont un enfant qui fréquente le camp. Et dedans, on a comme spécifié tous les symptômes à considérer et la conduite à tenir quand un symptôme apparaît chez leur enfant avant l'entrée au camp ou pendant ou après. Donc, vous aurez toutes ces informations dans la lettre qui vous sera diffusée donc à l'attention des parents. Dès que possible, courant de la semaine prochaine aussi. OK, après, désolée, j'essaie d'aller rapidement. Si l'information sur un cas positif est donnée à l'employé ou aux parents par la santé publique, pourquoi ce serait au camp à déclarer le cas?
Ça, c'est vraiment dans la gestion des cas contacts. Je peux te laisser y répondre, Sarah-Jeanne, sinon je peux y aller pareil. Oui, il n'y a pas de problème, je peux répondre. En OK, fait, parfait. oui, quand il va y avoir un cas positif, c'est sûr qu'à la santé publique, il y a différentes équipes. Il y a une équipe qui s'occupe des enquêtes individuelles. Donc, elle va contacter le cas positif et faire son enquête qu'on va avoir accès après pour faire la gestion des contacts. Et à cette enquête-là, ils peuvent identifier qu'il a fréquenté un camp de jour. On peut recevoir la déclaration du cas comme ça. Par contre, c'est sûr que des fois, ça engendre des petits délais, ça passe par plusieurs équipes. Donc, c'est sûr que si vous l'apprenez, l'employé vous le dit tout de suite, j'ai reçu mon résultat positif, il n'a pas été encore contacté par nos équipes, mais vous pouvez nous déclarer le cas, comme ça, on peut commencer tout de suite à agir. Ça évite les délais. Mais c'est sûr qu'on a d'autres portes d'entrée pour des déclarations de cas positifs. C'est pas juste pour vous, là. C'est ça, parfait, c'est beau. Oui, on peut avoir une déclaration de cas au camp ou à nous directement. Ça peut arriver qu'un parent vous avise avant nous que son enfant est positif, auquel cas vous pouvez déclarer le cas. Mais comme elle a dit, aviser et faire l'évaluation du risque par rapport au contact à considérer. Donc, ça peut être plusieurs portes d'entrée. J'ai beaucoup de questions en lien avec le bloc 2. OK, la lettre, elle est urgente, oui, c'est certain. On est à la rédiger, elle va arriver très rapidement. OK. En anglais aussi, oui, elle va être traduite en anglais, la lettre, et puis passer au service des communications et vous être acheminé dans le même temps. Voilà, j'ai plus de questions, je crois. Désolée si j'en oublie, vous inquiétez pas, on va toutes les compiler et y répondre dans le question-réponse. Voilà, tu peux y aller, Sarah-Jeanne ou Camille. Oui, c'est moi qui prends le bloc 4. OK. Donc, on va parler, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, de l'organisation des camps. Donc, pour l'utilisation des locaux, les groupes, ils ne vont pas être confinés à un seul local. Ce qu'on cherche à éviter, c'est qu'ils croisent d'autres groupes dans les locaux. C'est sûr que ça va arriver, c'est correct, mais on essaie d'éviter le plus possible que plusieurs groupes soient en contact. On prévoit, si possible, un nettoyage des surfaces touchées dans le local avant et après l'activité. Si on a différents groupes-bulles dans le même local, on respecte bien la distance de 2 mètres entre les 2 bulles. Les mesures à prendre lors des déplacements intérieurs. Donc, comme je disais, on évite que les enfants et les intervenants d'autres groupes croisent les groupes le moins souvent possible. On peut essayer de jouer avec les horaires pour permettre qu'on se rapproche d'un circuit fermé aussi. Excusez-moi, j'ai mélangé 2 lignes. On peut organiser pour que l'espace permette de faire comme un circuit fermé pour éviter que les gens se croisent, que ça va vraiment juste dans un sens. Le port du masque ou du couvre-visage selon le palier d'alerte local est très important. Puis c'est sûr qu'on est mieux d'en mettre plus que pas assez. Donc, s'il y a des gens qui veulent garder le masque à l'intérieur en tout temps, c'est correct aussi. Là, c'est mieux d'avoir plus de protection que pas assez. Les gros bulles, ils n'ont pas toujours à utiliser la même porte, ça, il n'y a pas de problème. Comme on le dit, on essaie vraiment juste qu'ils ne se croisent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire arriver les gens à des heures différentes pour éviter que tout le monde arrive pour rentrer en même temps. Et voilà, c'est beau. Donc, quelles sont les règles pour l'utilisation des salles de bain? Donc, dans la mesure du possible, un groupe devrait toujours avoir la même salle de bain, mais on sait que ce n'est pas réaliste dans tous les camps, donc il n'y a pas de problème. Le plus important, ça va vraiment être de s'assurer de l'hygiène des mains de chaque enfant avant et après l'utilisation des salles de bain et le respect de la distanciation physique. Si c'est la même bulle, on sait qu'il n'y a pas de distanciation physique entre les jeunes, mais s'il y a plusieurs bulles en même temps qu'ils utilisent, on essaie de respecter le plus possible le 2 mètres. Il n'y a pas de recommandation vraiment. Et on recommande aussi de les désinfecter quotidiennement. Dans le guide de la Sécu, on a toute une partie qui parle de la désinfection avec des liens vers le site de l'INSTQ, quels produits utiliser, comment faire le nettoyage. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, le guide de la Sécu vous donne une bonne référence.
L'année passée, il était demandé de fermer un lavabo et une toilette sur 2. C'est pas recommandé cette année, il n'y a pas de problème. On essaie de limiter le nombre de personnes qui utilisent la salle de bain en même temps, comme mentionné un peu plus tôt. Donc, pour le déroulement des activités, les modules de jeu à l'extérieur sont ouverts à la population, donc vous pouvez les utiliser. C'est sûr que c'est des endroits que beaucoup de personnes touchent, donc on s'assure de bien laver les mains avant et après l'utilisation. Les piscines vont être ouvertes aussi, les jeux d'eau aussi pour la population. C'est sûr, par contre, qu'il y a des ratios pour les piscines, donc ça serait important de vérifier avec votre municipalité c'est quoi le mode de fonctionnement. Il y a certaines municipalités qui vont avoir des plages réservées pour les camps de jour. C'est vraiment l'idéal, comme ça on évite les contacts avec la communauté. Pour le prêt et le lavage du matériel, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est sûr que cette année, on recommande la distribution de matériel par les animateurs, qu'il n'y ait pas de libre service pour éviter que tout le monde touche. On privilégie le matériel unique par participant. Sinon, c'est de s'assurer d'une bonne désinfection. Donc, selon le type de matériel, on a des matériaux qui sont durs. Donc, eux, on peut les désinfecter entre chaque utilisation. Pour ce qui est du matériel, c'est après chaque prêt. Donc, si on prête des harnais, des vestes de sauvetage, on les nettoie après chaque prêt à un enfant. Il y a des matériaux qui ne peuvent pas être désinfectés. Dans ce cas-là, on va recommander de les mettre en quarantaine. On va avoir un petit diagramme à la page suivante pour vous montrer un peu la quarantaine. Puis, l'usage des produits réguliers est autorisé à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est sûr que là, on parle de l'hiver, le froid, le gel, mais ça ne concerne pas, c'est les camps pour l'été. Donc, vous avez un peu la figure ici qui est une figure qu'on a prise au niveau de l'INSPQ dans les documents qui sont référés par le guide de l'ACQ. Donc, ça vous parle de la mise en quarantaine qui est suggérée au lieu du nettoyage et désinfectage entre les groupes. C'est sûr qu'on favorise le nettoyage et la désinfection. Par contre, si ce n'est pas possible, ici, il vous parle vraiment des objets, quelle sorte d'objets, qu'est-ce qu'on fait, comment on le met en quarantaine, puis combien de temps aussi. Je vous laisserai le regarder si jamais vous avez cette situation-là et vous avez besoin de mettre des choses en quarantaine. Donc, vous avez le lien qui est bien indiqué et on le retrouve dans le guide de la Sécu aussi, le lien au niveau de la désinfection et du nettoyage. Donc, les règles à respecter pour les repas et les collations. Donc, c'est sûr qu'on favorise de prendre les repas ou les collations avec son groupe bulle, c'est l'idéal. On respecte une distanciation de 2 mètres avec les différents groupes bulles. Comme on a vu un peu plus tôt dans l'identification des cas, si les enfants des autres groupes bulles sont à plus de 2 mètres et qu'il y a un cas dans une autre groupe bulle, ils n'auront pas besoin de s'isoler, mais s'ils sont plus proches, il va falloir les isoler eux aussi. On favorise la prise de repas à l'intérieur. C'est comme on a parlé avec les gouttelettes et les aérosols, c'est sûr que c'est mieux à l'extérieur. On n'oublie pas le lavage des mains avant et après les repas, les collations. Dès qu'on manipule quelque chose, on se lave les mains. On limite le nombre de personnes responsables de distribuer les collations. Donc, c'est encore une question de limiter les gens qui manipulent les choses. On nettoie les aires de repas, les tables, les chaises avant et après l'utilisation et on les désinfecte quotidiennement dans la mesure du possible. Puis, on s'assure d'interdire le partage d'aliments entre les enfants, là, les breuvages, les contenants, les gourdes d'eau, les ustensiles. Chaque enfant devrait avoir ses propres choses à lui pour éviter la propagation. Donc, pour ce qui est des déplacements, donc ça, c'est vraiment le tableau qui se retrouve dans le guide de la Sécu qui nous parle de comment organiser les déplacements pour le camp de jour. C'est sûr que le but, c'est de toujours être capable de retracer les contacts de ces enfants-là. Donc, s'il y en a un qui est positif, on veut savoir qui était assis à côté de lui. Donc, c'est dans cette optique-là. Donc, on recommande toujours aux parents de favoriser le transport individuel ou actif de son enfant. Comme on a dit un petit peu plus tôt dans l'autobus, le port du couvre-visage est demandé pour les jeunes de 10 ans et plus en tout temps, même en zone verte. Puis pour les jeunes de moins de 10 ans dans les zones jaunes, oranges et rouges, il faut se fier aux mesures en vigueur selon le palier d'alerte disponible. Puis on a le lien aussi qui est à l'école, je me protège et je protège les autres. C'est une petite fiche qui décrit très bien le port du masque, quand est-ce qu'il doit être mis, quand est-ce que c'est acceptable de l'enlever.
Pour la capacité des autobus, c'est sûr qu'il y a une capacité qui est réduite en ce moment pour favoriser la distanciation. Donc, quand on parle d'un autobus scolaire qui normalement peut avoir 48 à 72 élèves, on va demander qu'il n'y ait seulement 44 participants dans l'autobus. Pour les minibus qui peuvent prendre jusqu'à 30 élèves, normalement, on va aller avec 14 à 16 élèves. Pas élèves, excusez-moi, campeurs. Puis 4 participants par berline. Donc, les berlines, normalement, c'est jusqu'à 6 personnes, mais on va rester à 4. Dans les contextes des sorties en groupe, on recommande que ça soit vraiment par groupe bulle. Par contre, si on a besoin de mettre plusieurs groupes bulles dans un autobus, on respecte le 2 mètres entre les deux bulles. Les pratiques suivantes doivent être mises en place. Donc, assigner un siège aux élèves, comme ça, on est capable de les retracer. On peut essayer de mettre aussi dans les groupes des fratries ensemble, c'est plus facile à gérer si c'est possible. On peut retirer ou fermer des sièges pour favoriser la distanciation de 2 mètres. On condamne les deux premiers bancs pour respecter la distance de 2 mètres avec le conducteur également. Puis on s'assure qu'il y a une bonne ventilation. Pour les voitures, les caravanes et les minibus, on recommande l'aménagement des plexiglas pour protéger le chauffeur, sinon il va être considéré à risque parce que la distanciation de 2 mètres est plus difficile. Il faut aussi qu'il y ait une trousse adaptée en premiers soins dans le véhicule qui est exigée par la CNESST. Normalement, les transporteurs sont au courant de ces normes-là. Il faut prévoir une procédure pour la manipulation du matériel et des bagages. Il faut limiter les arrêts et les contacts dans la communauté. Prévoir des lunchs pour les longs trajets pour éviter d'arrêter. Prévoir un protocole de nettoyage des véhicules et une procédure de nettoyage pour les personnes qui les conduisent. Donc, vous avez un lien ici qui peut vous aider vers les procédures de nettoyage. Et on est déjà rendu à la période de questions de notre dernier bloc, le bloc 4. Merci Sarah-Jeanne. On a plusieurs questions. La question concernant les documents, c'est pas que la lettre qui va être traduite. Tous les documents, y compris le gabarit Excel qui a été présenté tantôt, seront tous traduits en anglais. Donc, pour les camps où on parle exclusivement l'anglais, ça sera fait et diffusé dans le même temps. Il y avait une remarque, un commentaire par rapport au fait que la séquence n'était pas assez claire. J'imagine que c'est dans la déclaration des cas et la gestion des contacts qui y sont associés. Vous inquiétez pas, lors de l'enquête advenant un cas ou même avant avec le PowerPoint et tous les documents qui vont suivre après la présentation, vous allez avoir des précisions, ça sera beaucoup plus clair. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous apporter des précisions le cas échéant. Après, il y a la question qui revient, qui est encore revenue là, sur le fait que la STM n'autorise pas les groupes. Ça a été posé aussi tantôt. On vous reviendra, on ira chercher les éléments de réponse appropriés et on vous reviendra par rapport à cette question dans le document questions-réponses. Après, pardon, il y a une question sur les rassemblements de début de journée dans un gymnase en gardant les groupes à 2 mètres les uns des autres. Est-ce que c'était permis? Oui, tant que le 2 mètres est respecté entre chaque groupe bulle. Je te renvoie une question, Sarah-Jeanne, sur l'utilisation des abreuvoirs à l'intérieur du camp et aux mesures sanitaires à respecter. Ça doit être un petit peu comme pour les abreuvoirs, pour les écoles, ce qu'on demande, c'est qu'ils ont accès pour remplir leur gourde, mais pas pour boire directement l'abreuvoir. Donc, demander aux campeurs d'avoir leur gourde personnelle à eux qui vont pouvoir remplir aux abreuvoirs. Très bien. Après, il y a une question que je te renvoie aussi. C'est en lien avec le 1 mètre qui a été supprimé entre les jeunes et le fait qu'en présentant, on exhorte toutefois les gestionnaires à limiter les contacts rapprochés entre les campeurs, notamment lorsqu'ils se crèment ou lorsqu'ils se partagent des jouets ou autre chose. Donc, je te laisse y répondre, s'il te plaît. Bien, en fait, la santé publique, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on émet des recommandations pour essayer de limiter le plus possible la propagation au niveau des
groupe. C'est sûr que le 1 mètre, c'est quelque chose qui était très, très dur à respecter pour des enfants dans un même groupe, là. Faut être aussi réaliste, là, dans le meilleur des mondes, il y a toujours la distance entre tout le monde, il n'y aurait pas de transmission. Fait que c'est sûr qu'on va aller jouer sur des choses plus faciles, comme essayer d'éviter qu'il y ait du partage, de bien désinfecter, d'éviter qu'ils se crèment entre eux, des choses comme ça. Mais c'est sûr que le 1 mètre, il y a aussi une question d'être réalisable aussi, là, c'est des enfants. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est sûr que tout ne sera pas parfait comme mesure, mais on essaie d'en faire le plus possible. Parfait, merci. Je pense que j'ai fait le tour des questions pour ce bloc. Encore une fois, vous inquiétez pas, s'il y a des questions qui sont comme passées entre deux chaises, on répondra à toutes les questions avec des liens qui mènent vers des sites ou qui pourront fournir plus de détails et compléter la réponse qu'on vous donnera par rapport à la question posée. J'ai plus de, dans la piscine, excusez-moi, quand le jeune ne respecte pas le 2 mètres avec le moniteur, on ne peut pas faire porter le masque au moniteur. Est-ce que la visière doit être portée? Je l'adresse à Camille. Je peux te la relire, la question, éventuellement? Oui, je m'excuse. Je n'ai pas Non. accès au chat à cause du OK. partage d'écran. Correct. Très bien. Écoute, il y a une question qui est posée dans la piscine. Quand le jeune ne respecte pas le 2 mètres avec le moniteur, vu qu'on ne peut pas faire porter de masque au moniteur, est-ce que la visière doit être portée? C'est une bonne question. En fait, il y a des recommandations claires sur le port d'épi en lien avec les piscines, mais je ne pourrais pas, de mémoire, là, comme ça, vous les dire. Puis au lieu de vous dire quelque chose qui est faux, je préfère qu'on y revienne après. Mais il y a effectivement, je crois que c'est dans le document de la Sécu, si je ne m'abuse, sur l'approche à prendre dans les jeux d'eau, dans les piscines, etc. Parce qu'effectivement, là, on ne met pas de masque. Là, étant donné que le masque mouillé ne sert pas à donner une bonne protection. Mais je pense que ça serait mieux qu'on y revienne après. Parfait, merci Camille. Il y a une question sur les duos de 2 groupes qui ont été permis. Doivent-ils quand même garder le 2 mètres entre le duo de 2 groupes bulles? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas si Camille ou Sarah-Jeanne avaient une réponse. Au niveau du guide de la Sécu, c'est sûr qu'ils recommandent toujours d'avoir le 2 mètres entre 2 groupes. C'est parce que la conséquence à ça, c'est si on a un cas dans un des 2 groupes, si les 2 groupes sont mélangés, ne respectent pas le 2 mètres, on va devoir isoler au complet les 2 groupes pour 2 semaines, 14 jours. Donc, on ne souhaite pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on recommande la mesure de 2 mètres entre chaque groupe bulle. Je pense aussi que ça doit dépendre du type de groupe, dans le sens que si c'est un très gros groupe bulle, c'est différent que dans certaines situations particulières, par exemple avec des enfants handicapés, ou est-ce que c'est de très petits groupes bulles ou des dyades, là? Je pense qu'il y a comme une certaine marge de manœuvre, mais si c'est 2 grands groupes, idéalement, qu'ils soient séparés complètement du 2 mètres entre eux, par 2 mètres entre eux. C'est ça, c'est ce qui a été dit tantôt. Là, c'est certain que c'est 2 mètres entre chaque groupe bulle, mais la question du duo des groupes bulles qui a été autorisé, c'est ça. Éventuellement, on pourra l'approfondir et voir s'il y a une réponse plus appropriée en lien avec le terme duo de 2 groupes bulles. OK. C'est beau. Je pense que j'ai plus de questions. OK. OK, parfait. Fait qu'on va partir sur un petit rappel des coordonnées importantes. Donc, comme ça a été dit tantôt, c'est vraiment des coordonnées à l'usage exclusif des gestionnaires de camps. Advenant en cas ou pour toute autre question, écrire à l'adresse courriel qui est indiquée ici. C'est le service développement des jeunes, donc cellule milieu jeunesse COVID. Donc, vous pouvez écrire à ce courriel pour déclarer des cas. C'est possible aussi de téléphoner, comme ça a été mentionné, au 514-528-2400.
Attention parce que on peut juste laisser un message vocal en appelant ce numéro-là et un enquêteur vous appellera par la suite. Mais comme on l'a dit aussi, il faut privilégier l'utilisation du courriel pour qu'on puisse avoir tous les détails et vous rappeler plus rapidement. En cas de symptômes de la COVID, bien important de téléphoner à la ligne COVID et d'utiliser l'outil d'auto-évaluation en ligne. Le lien est aussi rajouté ici. En cas d'intoxication, comme on parlait tantôt, de produits désinfectants ou autres, bien important d'appeler le centre antipoison, pas la DRSP, au numéro qui est indiqué. Vous référez aussi au CIUS de votre secteur pour connaître l'offre de services proposée pour les camps ouverts sur leur territoire cet été. Diapositive suivante. C'est ça, donc pour les CIUS. Donc, pour rappel, il y a 5 différents CIUS qui opèrent sur l'île de Montréal. Ils offrent tous des services à plusieurs niveaux dans la gestion des cas et des contacts et des éclosions qui peuvent survenir dans les camps. L'offre est variable, donc c'est bien important de pouvoir communiquer avec le CIUS d'affiliation. Chaque camp qui sera donc enregistré dans notre bulletin pour la gestion des cas contacts va recevoir un courriel avec les détails et les coordonnées du CIUS qui opère dans son secteur. On va se charger de vous acheminer ce courriel-là de manière individualisée. Donc, voilà. C'est ça, on rappelle encore donc des liens utiles. Donc, voilà, vous pouvez consulter ces liens-là, vous les aurez dans la présentation qui sera diffusée, le PowerPoint qui sera diffusé par la suite. Donc, n'hésitez pas à consulter ces liens. Si jamais il y en a un qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous écrire. On va pouvoir vous les réacheminer dès que possible. Et merci beaucoup de votre attention. Merci Camille. Est-ce que tu peux retirer le partage? Excellent. Donc, merci de votre participation. Évidemment, je rappelle encore une fois de remplir le bottin, très important. Peut-être qu'on pourrait remettre le lien si ma collègue Marguerite est proche et elle pourrait le remettre. Également, pour ceux qui n'auraient pas eu le lien direct de connexion, qui ne seraient pas inscrits là, dès le départ à la formation, si vous voulez avoir les informations qui vont suivre là, le plus tôt possible, ce serait important de nous envoyer un courriel à l'adresse camp@sport-loisirsmontréal.ca pour qu'on puisse vous acheminer les informations, aussitôt qu'on va les avoir de disponibles. Sinon, ils vont être également soit sur notre site web à nous ou sur le site web de la DRSP. On pourra vous partager les informations. Donc, merci de votre participation, puis on vous souhaite un très bon été. Merci à tous.